Alors, bonsoir à toutes et à tous, et merci de nous retrouver ce soir pour une toute nouvelle masterclass ITTXZ. Je vois que les premiers participants sont déjà sur le chat, donc n'hésitez pas à nous rejoindre directement sur le live. Je vous laisse patienter encore quelques minutes le temps de nous rejoindre. Nous sommes 4, 5. Le compteur monte. Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes nombreux ce soir. Donc, ça sera d'ailleurs la dernière masterclass UTTXZ de la saison. Mais le succès de ce nouveau format nous incite à renouveler très vite l'expérience et nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous dès la rentrée pour de nouveaux événements en ligne avec l'UTT. Mais revenons au sujet qui nous réunit ce soir, le process mining. L'événement a été pensé et mis en place dans le cadre du master spécialisé Big Data Analytics avancé pour la décision. Pour vous faire découvrir ce sujet précurseur et très vaste, vous aurez la chance d'écouter et de poser vos questions à 3 interlocuteurs de qualité. J'accueille déjà Simon Pioche. Bonsoir Simon. Bonsoir à tous. Donc, qui est cofondateur de Live Journée. Yohan Vallereau. Bonsoir Yohan. Bonsoir. Donc, Yohan, vous êtes ingénieur data science chez Live Journée également et doctorant UTT dans l'équipe de Myriam Momi et Frédéric Bertrand qu'on accueille. Bonsoir Frédéric. Bonsoir à tous. Donc Frédéric, vous êtes enseignant UTT et responsable du master spécialisé. Voilà, je suis co-responsable avec Myriam Momi, tout à fait. Ok, très bien. Donc voici nos 3 intervenants pour la masterclass de ce soir. Je vérifie juste si tout est ok. Très bien. Donc avant de leur laisser la parole à tous les 3, je vous rappelle le déroulé de cette masterclass. Il s'agira d'une discussion autour du process mining. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le live. Ils y répondront à la fin de l'intervention, c'est-à-dire dans à peu près une quinzaine de minutes. Je laisse sans plus tarder la parole à Simon. Alors, bonsoir à tous. Donc, je vais vous faire une petite intro de ce qu'est déjà le process mining d'un point de vue business. Et puis ensuite, je vous ferai une petite démo de l'outil, histoire que vous ayez une vision de ce que le process mining peut faire. Et puis ensuite, on rentrera un petit peu dans la technique avec Yohan qui vous expliquera un petit peu les équations que l'on peut trouver derrière le process mining. Alors, je vais partager mon écran. Voici. Alors, déjà, il y a 2 chiffres qui sont très importants lorsqu'on parle de process mining, c'est déjà qu'on parle de process. Donc aujourd'hui, il y a un grand décalage en fait entre ce que les gens vivent au quotidien et la réalité des processus. Donc aujourd'hui, il y a 86% des managers des entreprises qui estiment que les processus qui sont implémentés dans les entreprises sont un frein à la croissance. Et de l'autre côté, il y a 20% de revenus qui sont perdus chaque année à cause de processus inefficaces. Alors, il y a un vrai paradoxe là-dessus, parce que normalement, les process d'entreprise sont faits pour faciliter la vie des collaborateurs et justement augmenter la productivité et augmenter les revenus d'une entreprise. Donc, il y a un vrai question sur comment déjà la conceptualisation d'un process, comment ça se fait que ça ne fluidifie pas aujourd'hui l'activité, alors que c'est designé normalement justement pour que chacun puisse connaître les tâches différentes qu'il a à faire. Alors, comment expliquer ce paradoxe? Nous, on l'explique par la façon suivante. On estime qu'il y a une différence entre les processus qui sont conçus et décrits théoriquement, c'est-à-dire qu'on décide d'appliquer dans une entreprise, puis les processus qui sont implémentés dans les systèmes d'information, donc qui recueillent la donnée aujourd'hui, et puis les processus qui sont réellement exécutés par les métiers. Et donc c'est cette problématique, ce sont ces écarts entre les processus théoriques et les processus qui sont faits dans la réalité, qui va définir le process mining. Et donc, généralement, le process mining s'applique sur des problématiques où l'on veut refondre ces process à l'intérieur de l'entreprise. Et donc là, généralement, il y a 2 choix qui se passent. Soit on refond complètement le process de A à Z, soit on ne fait rien. Et Live Journey, ou le process mining en général, eh bien, c'est la 3e voie technologique. Et ça permet de reprendre le contrôle de ces processus en ayant une vision
de ces process. Donc c'est une vision dynamique, le process mining en fait c'est ça, c'est une vision dynamique de différents événements qui définissent un process temporel, et c'est ça qui va vous permettre de reprendre le contrôle du process et de voir tous les écarts par rapport à un process théorique versus ce qui se passe dans la réalité. Donc on va le voir après, je vais vous faire une petite démo dans l'outil. Donc il y a la visibilité des process, puis ensuite il y a le temps réel, c'est-à-dire qu'on va être capable de contrôler un processus en continu, et puis ensuite, eh bien, évidemment, on va être capable d'appliquer aussi des algorithmes d'intelligence artificielle qui vont nous permettre de faire des prédictions sur le futur probable de ces processus. Alors, vous allez me dire, les applications aujourd'hui, ça peut s'appliquer à par exemple de la supply chain, donc de la chaîne logistique, où on a des colis donc, qui vont transiter dans différentes étapes du process, qui peuvent être de la commande jusqu'à la livraison. Donc ça, c'est un processus que l'on va suivre dans une supply chain, par exemple. Donc grâce à ça, grâce au process mining, cette entreprise a pu gagner 20% à peu près sur ses délais de livraison, sur ses plus gros clients. Donc ça, c'était très impressionnant parce que ça permet de quantifier eh bien, où sont les problèmes et où sont toutes les anomalies du processus, les boucles, les engorgements, les reworks et tous les lead time en fait, qui en découlent. Et donc c'est ça qui a permis d'améliorer les choses. Mais ça s'applique aussi en maintenance, par exemple, on peut voir l'efficacité des opérations industrielles de maintenance qui permettent aussi d'améliorer la force de travail. Ça peut s'appliquer bien sûr à l'expérience client, donc sur des parcours clients, si l'on veut mesurer par exemple la souscription à un nouveau service. Voilà, vous souscrivez un nouveau compte en banque sur Internet, et bien vous pouvez voir finalement les différentes étapes et voir comment améliorer la satisfaction client et la fluidité du parcours. Ça s'applique évidemment aussi en finance, puisque ça permet de fluidifier des processus financiers, de facturation, de paiement, pour éviter de payer en double les factures et d'avoir des fournisseurs qui sont payés en temps et en heure. Et donc c'est ça, la force du process mining, c'est de pouvoir finalement modéliser le plus de parcours possible, le plus de process possible, et de confronter la théorie à la réalité, ce qui permet d'identifier toutes les anomalies de process. Donc je vais vous faire une petite démo très rapide pour que juste vous voyez à quoi ça ressemble. Donc voici par exemple le logiciel LiveJourney de process. Donc là j'ai pris un process de livraison très simple. Donc vous avez un bon de commande, vous avez la réception d'une marchandise, donc ici on va parler de palette, avant une date limite, puis la qualification du produit, le stock, le picking, la préparation, donc ça se passe dans un entrepôt, et puis on expédie les palettes, et puis ensuite on les réceptionne et elles sont livrées. Donc ça c'est un process théorique, c'est-à-dire qu'ici on voit le process tel qu'on aimerait qu'il se déroule. Vous voyez, c'est sur une période de temps d'à peu près 2 mois. Je suis désolé si je vais vite, mais vous aurez certainement des questions derrière. Vous avez le montant ici qu'on va analyser pour toutes les palettes qui vont passer à l'intérieur de ce process pendant les 2 mois impartis. Et ce que vous allez voir en fait à l'écran, et ce que va faire le process mining, c'est qu'il va être capable de modéliser l'ensemble des interactions qu'il va se produire. Donc vous voyez que là, ça devient déjà un petit peu plus compliqué, finalement, puisque pour une palette de passer d'un bon de commande jusqu'à une livraison, vous avez 33 façons différentes pour ces 80 000 palettes de faire ce process. Et c'est ça que va identifier le process mining, c'est qu'il va être capable de modéliser tous les chemins qui sont empruntés par ces palettes, mais il va être aussi capable de regarder les flux, le temps, et bien sûr, on voit les anomalies déjà apparaître ici, puisque nous avons des boucles, des temps qui sont trop longs, etc. Et c'est ça que le process mining va faire. Il va être capable, en gros, de mesurer ces écarts, je vous rappelle ce dont on a parlé, entre les processus théoriques et les processus réels. Voilà, je pense que j'ai fait mes 10 minutes. Je vais arrêter le partage et je vais laisser Johan vous introduire un petit peu la théorie qu'il y a derrière pour arriver à cette modélisation pratique. Ok, alors du coup, ce que je vais faire, c'est que on va vaguement parler mathématiques. Alors, normalement là, ça devrait commencer à se voir correctement. Alors donc, comme dit, je vais faire un très rapide survol théorique du process mining. Juste avant quand même de parler de maths, il y a un type dont il faut que je vous parle parce que c'est le plus grand contributeur à la discipline, c'est Will van der Aalst.
Alors, Will van der Aalst, c'est celui qu'on appelle, en vrai, hein, c'est pas une blague, le parrain du process mining. C'est lui qui a créé Proem, qui est le framework open source de process mining théorique qui est pas mal utilisé aujourd'hui. Donc voilà, un visage, un nom à retenir, Will van der Aalst. Alors du coup, le process mining, il se passe en 3 étapes. La première, c'est la découverte. Parce que du coup, ce que Simon vous a montré dans Live Journey, c'est du travail qui a déjà été bien pré-mâché par l'application. Hein. À la base, ce qu'on a, c'est un journal d'événements avec dedans des unités, avec ces unités qui font certaines activités, certaines tâches, et elles les font à une certaine date, et c'est tout ce qu'on a. L'idée du process mining, c'est donc de pouvoir arriver de ces données brutes à extraire le process sous-jacent et à le modéliser comme c'est affiché là au niveau de ce process-là. Là, typiquement, on a un process qui est affiché et qui va synthétiser toutes les données qu'il peut y avoir dans ce journal d'événements. La subtilité, c'est qu'on peut aller plus loin que ça. On n'est pas obligé de montrer tous les chemins, tout ça. On peut éviter, par exemple, les quelques exceptions qu'il peut y avoir, qui ne seraient pas forcément issues du process, mais issues de vices de procédure. Et je vais vous expliquer comment on va faire ça à travers un algorithme en particulier, qui est Flexible Heuristics Miner, qui a été développé par Waiters et Ribeiro. Alors d'abord, un algo de process mining, ça se base sur 4 grands principes. Le premier grand principe, c'est l'adéquation. Adéquation, le modèle doit montrer des comportements qui sont trouvés dans les données. C'est logique, c'est la base. Précision. La précision, ça quantifie la capacité du modèle à autoriser des comportements qui ne sont pas vus dans les données. Et justement, pour ça, il y a la capacité de généralisation. La généralisation, ça quantifie à quel point le modèle peut déjà reproduire des comportements futurs du process. Donc pas que des comportements pas observés, mais des comportements qui vont arriver, qui risquent d'arriver. Et enfin, il y a la simplicité, ça c'est le rasoir d'Occam. Finalement, on favorise les modèles qui ont peut-être moins de connexions, moins de boucles, qui seront plus globaux, plus simples dans la lecture. En fait, on peut faire un parallèle un petit peu avec le machine learning. Hein. Précision, généralisation, on peut imaginer ça comme overfitting, underfitting, un petit compromis. Et la simplicité, c'est ni plus ni moins que le principe de parcimonie, quoi. Et alors du coup, Flexible Heuristics Miner, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre toutes les activités qu'il y avait dans le jeu de données que je vous ai montré, et en fait, il va essayer de chercher des relations causales entre ces activités. Et je dis bien causales, pas corrélées. C'est causal. Et ensuite, il va essayer de trouver aussi la nature logique de ces connexions. Et une fois que ça c'est fait, il va élaguer toutes les connexions qui ne sont pas jugées assez fortes. Et c'est justement comme ça, grâce à cette histoire de causalité et à cette histoire d'élagage, qu'on a ce compromis entre les 4 principes qui régissent les algorithmes de découverte. Et donc, en fait, pour ça, la première chose que fait Heuristics Miner, c'est un causal net augmenté. Alors, un réseau causal augmenté, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'il y a sur la gauche. Là, je vous ai fait un exemple à partir de données réelles. C'est peut-être un peu space vu comme ça, mais en fait, ça se lie assez simplement. Donc, on a des activités au milieu, c'est les tâches qui sont faisables à l'intérieur du processus, et ces activités, elles sont causées par quelque chose en amont, d'autres activités. Et elles vont aussi donner quelque chose plus tard, d'autres activités aussi. Du coup, on a des ensembles d'ensembles d'activités, et puis il suffit de compter combien de fois on a des inputs qui mènent vers des activités, qui mènent vers des outputs. Donc si on lit la 3e ligne, on a l'activité A qui 1000 fois tombe sur C, et C qui 1038 fois donne I comme output. Et puis on fait ça pour toutes les combinaisons possibles et imaginables. Et puis typiquement, ça, ce serait le genre de réseau qu'on aurait dans Live Journey si on ne fait aucun élagage. On aurait la vue totale, exhaustive du process avec le contrôle total de ce qui se passe à l'intérieur. Si on veut aller sur le côté généralisation pour pouvoir éventuellement faire des simulations et comparer avec les modèles théoriques, là, on va faire ce qu'on appelle des graphes de dépendance. Alors les graphes de dépendance, ça va organiser tout ce qu'on a fait dans le CausalNet. Donc en fait, c'est ni plus ni moins que l'ensemble des couples d'activités, tels que on a une activité A et une activité B, et soit B succède à A, soit A précède B. C'est pas plus compliqué que ça, et il n'y a pas de contrainte de distance entre A et B. Alors on note une relation de dépendance entre A et B dans un certain log W, simplement A flèche WB. Voilà, donc ça veut juste dire que B dépend de A d'une certaine manière. Et du coup, là, il suffit de donner quelques notations. Alors, ces notations de but en blanc, pareil, elles ont l'air un peu... Bon, c'est peut-être un petit peu barbare, mais finalement, ça dit des trucs extrêmement simples. On dit que B est successeur direct de A si il y a des parcours tels qu'à un moment donné, on a A,
et tout de suite après, on a B. C'est ni plus ni moins que ça. Dans le parcours, on trouve AB. Mais on ne trouve pas BA. De même, on parle aussi de boucle de taille 2, où là, ça veut juste dire que dans un parcours donné, on a A, B, A. Et on n'a pas B, A, B. Voilà. On dit aussi que B est successeur direct ou indirect de A, si dans un parcours donné, il y a un endroit où on a A, et quelque part arbitrairement loin, mais plus loin, on a B, et pas l'inverse. Donc finalement, c'est des notions qui sont assez simples, à conceptualiser comme à formaliser, et à partir de là, on peut calculer nos mesures de dépendance simplement avec le nombre de fois qu'on a ce genre de situation. Typiquement, si on regarde la première équation là, qui est considérée dans Flexible Heuristics Minor, ça va simplement être la dépendance d'ordre 1. Donc combien de fois est-ce qu'on a B qui est successeur direct de A en termes de dépendance? On va calculer. On compte combien de fois B succède à A. On pénalise par le nombre de fois que A succède à B, parce que si A est censé causer B, ce serait bizarre d'avoir la conséquence qui donne la cause, donc on pénalise par ça, et on normalise. Et cette quantité, elle sera proche de 1 si on a effectivement A qui cause B très souvent, et très peu l'inverse. L'équation qui est en numéro 2, ça c'est ni plus ni moins que A qui se cause lui-même. Bon, ça c'est les boucles. L'équation 3, c'est exactement la même chose que l'équation 1, à part que là c'est avec les boucles de taille 2, donc on a très souvent ABA, on n'a pas souvent BAB, et puis on normalise pour avoir ça entre 0 et 1. Et la dernière, ça c'est la dépendance d'ordre arbitraire, avec du coup le successeur indirect, et celle-là elle est assez intéressante du coup, elle fait sens, parce qu'en fait on va donc compter le nombre de fois que B est successeur indirect de A, mais on va pénaliser par autre chose, c'est-à-dire qu'en fait, si B arrive très peu de fois par rapport à A, on ne va pas considérer que c'est une dépendance forte. En fait, il faut s'imaginer le truc absurde, vous imaginez que vous avez 1000 fois A dans votre journal d'événements, une fois B, et B arrive après A. Systématiquement, à chaque fois qu'il y a B et A ensemble, on a B après A. Sauf que ça arrive quand même qu'une fois sur 1000, donc on ne peut pas dire que c'est A qui cause B. Et donc c'est pour ça qu'on le pénalise avec ce terme. Et donc finalement, ça se sera proche de 1 si on a effectivement de la succession indirecte souvent, et que A et B arrivent à peu près à la même fréquence. Et donc une fois qu'on a tous ces trucs-là, on a en fait différentes matrices de dépendance, avec toutes les dépendances entre toutes les activités, et elles vont avoir toute une valeur entre 0 et 1. L'utilisateur, après, il va fixer, il va dire « Ok, moi je veux que les dépendances qui sont au-dessus de 90%, donc au-dessus de 0,9. » Et ça va élaguer tout le reste. Et ça va créer des connexions que entre les activités qui ont une dépendance de plus de 90%. Et puis ensuite, ça va chercher si le fait qu'on passe par A, ça implique qu'on ne puisse pas passer par E, donc ça va par exemple chercher des relations type et ou exclusif, et à partir de là, on peut créer notre grand réseau qui est notre modèle. Une fois qu'on a fait notre découverte, il faut quand même vérifier qu'il est bon, notre modèle, donc on a de la conformité. Et alors la conformité, ça c'est simplement de la comparaison entre process modèle et les données, le log. Et ce qu'on cherche à mesurer, c'est les comportements dans les données qui ne sont pas permis par le modèle, et puis les comportements permis par le modèle qui ne sont pas observés dans les données, en fait. C'est les deux quoi, qui sont mesurés, et en fait, le fait de faire ça, déjà, ça permet de voir si on a quand même un process modèle qui est relativement proche des données, et des données proches du process modèle, mais aussi, ça permet d'ores et déjà de détecter s'il y a éventuellement des déviations, qui peuvent être positives comme négatives. Positive, ça peut être un commercial qui outrepasse certaines procédures pour faire accélérer la prise en charge d'un client, par exemple. Mais ça peut aussi être négatif, comme des fraudes, ou, je sais pas, dans un processus de recrutement, d'un coup, il y a des candidats qui sautent des étapes, alors qu'ils ne devraient pas du tout. C'est typiquement le genre de choses qui sont faisables. Et une fois qu'on est sûr qu'on a une bonne conformité et qu'on a déjà récupéré des infos de cette conformité, là, on passe à l'optimisation, et alors là, c'est un festival. L'optimisation, il n'y a absolument pas de limite, c'est-à-dire que si on a un bon modèle avec une bonne conformité, rien qu'avec les calculs de durée, que ce soit en termes de parcours, en termes d'activité, ou en termes de temps d'attente entre les activités, on peut faire énormément de choses. Par exemple, vous pouvez imaginer que si vous avez une activité qui met énormément de temps, peut-être que c'est parce que votre staffing n'est pas bon, donc que vous allez devoir réorganiser la répartition de vos employés pour fluidifier votre parcours.
Ça peut aussi détecter les goulets d'étranglement. Hein. Si vous avez plein d'activités qui vont en entonnoir vers une ou deux, peut-être que ça va créer des gros embouteillages systématiquement et qu'il va falloir en créer des nouvelles, histoire de paralléliser le travail. À l'inverse, vous pouvez avoir des détections des redondances. Vous avez des activités qui vous servent à rien et qui vous coûtent de l'argent, on les supprime. Et puis là, je ne parle même pas des simulations, scénarisation et prévision, parce qu'une fois que vous avez votre modèle, vous pouvez dire « Ok, voilà ma condition initiale, je veux que tu me mettes dans cette condition-là pour mon entrepôt, et imagine que là, je te balance 10 000 colis demain à 3 heures du matin. Comment est-ce que ça se passe au niveau de l'entrepôt ?» Donc en fait, vous pouvez même vous amuser à faire des optimisations et à régler votre process en fonction de choses qui ne sont même pas encore arrivées. Donc en termes de gain de temps, en termes de gain d'argent et en termes de gain de ressources et d'économie de ressources, c'est quelque chose d'absolument dingue, c'est un outil qui est super. Et c'est un outil c'est une discipline qui est tout juste émergente et qui est surtout européenne. Donc voilà, c'est quelque chose d'extrêmement prometteur. Donc voilà pour moi, n'hésitez pas à poser vos questions plus tard. Moi, c'est quelque chose qui me passionne, en tout cas, le process mining, quoi. Donc voilà. Merci, Johan. Merci beaucoup. On va laisser la parole à Frédéric. Ah, vous êtes sans son, Frédéric. Exact. On se rend bien compte suite aux exposés de Simon et de Johan que le process mining est une discipline émergente qui est à la fois d'un intérêt scientifique mais aussi applicatif fort. Et donc, il est légitime de se demander finalement quelles sont les compétences qu'il est bon de posséder pour pouvoir, disons, pour pouvoir justement faire du process mining convenablement. Alors, à ce sujet, je vous ai préparé un petit diaporama sur justement quelles sont les compétences qui sont attendues globalement dans le process mining. Alors suite aux deux exposés précédents, on peut se rendre compte que finalement le process mining va déjà concerner des données qui sont des données journalisées d'événements qui sont généralement recueillis de manière automatique, mais qui vont justement être en quantité parfois très importante. Et donc, il va y avoir toute une problématique déjà qui va tourner autour du stockage, du recueil de la donnée. C'est le premier point finalement qu'on rencontre au niveau du process. Dans un second temps, dans le process mining, on a envie de faire une exploitation directe des données qui sont à disposition. Par exploitation directe, ça revient finalement à aller calculer un certain nombre d'indicateurs directement sans forcément faire de modèle particulier sur les données pour, comme le mentionnait Johan, simplement constater un certain nombre d'indicateurs de process, par exemple ralentissement, étranglement ou, comme le mentionnait Simon, perte d'argent liée à des problématiques d'absence de conformance au niveau des processus. Et enfin, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que est en train d'émerger, au-delà du process mining qui est donc la fouille de processus, une vraie process science, au sens de ce qu'est la data science aux données. La process science est en train d'émerger au niveau des processus et justement, on a la chance d'avoir des personnes qui sont expertes dans le domaine ce soir. Donc la process science, c'est tout ce qui va être application de modèles spécifiques au processus, voire même en fonction des types de processus qui sont considérés. Et comme l'a mentionné Simon, les techniques d'intelligence artificielle sont évidemment des techniques qui sont particulièrement pertinentes pour ces problématiques, et en particulier toutes les problématiques de prédiction liées au processus. Alors, je vais simplement essayer d'indiquer en quoi les enseignements qui sont proposés dans le cadre du MS vont permettre d'acquérir des compétences qui relèvent des trois points que je viens de mentionner. Donc le MS BDAD est globalement découpé en 5 grands blocs. Donc le premier concerne tout ce qui est des problématiques de gouvernance de la donnée, et puis des notions sur la big data. La deuxième partie, c'est des problématiques d'actionnabilité de la donnée. Donc comment est-ce qu'on stocke les données, comment est-ce qu'on y accède de manière intelligente, comment est-ce qu'on fait des premiers traitements simples des données. Après, les stockages, disons, plus avancés, et puis les techniques de programmation un peu
plus spécifiques, des cours sur des problématiques de grandes masses de données, et en particulier, on sent bien que au niveau du process mining, c'est des situations auxquelles on peut être rapidement confronté, parce que de la journalisation automatique d'événements, il est très facile d'obtenir des données massives extrêmement rapidement. Il n'y a qu'à penser par exemple à tout ce qui est compteur intelligent qui mesure de la consommation électrique toutes les 30 secondes. Ça génère des téraoctets de données par exemple, ou maintenant des procédures de suivi de colis ou tout ce qu'on veut. La numérisation des processus industriels fait qu'on est de plus en plus confronté à des données qui sont massives. Et justement, dans le cadre du MS, il y a des cours spécifiques qui s'attaquent à des problèmes de modélisation de données, et en particulier en grande dimension. Et puis évidemment, on a aussi un bloc sur tout ce qui va être analytics et visualisation décisionnelle. Là, effectivement, ça pourrait être intéressant, mais comme on peut le voir dans le cadre du process mining, dans certaines situations, des logiciels spécifiques vont faire sans doute mieux le travail que des techniques un petit peu généralistes comme celles qu'on peut proposer. Voilà. Alors, au niveau de tout ce qui concerne les problématiques associées aux journaux d'événements, eh ben, vous avez le recueil des événements, et en particulier tout ce qui va être le stockage, la structuration des entrepôts de log, et bien entendu, une fois qu'on a stocké les données, il faut pouvoir y accéder à la demande pour pouvoir après faire des requêtes en fonction des besoins. Et ça, c'est des problématiques d'actionnabilité qui sont parfois assez complexes, surtout quand on travaille des données massives. Voilà. Alors, ces données sont de plus en plus massives à cause justement de la numérisation croissante des processus liés à l'industrie 4.0, et en particulier avec, disons, la crise sanitaire, ça n'a fait qu'accentuer les choses. Et on est dans une situation, quand on y réfléchit, qui est assez proche du vrai big data, simplement qu'au niveau des 3V, on en retrouve a priori que 2 pour le moment, vitesse, volumétrie, les données étant pour l'instant relativement homogènes. Mais néanmoins, tout ça relève de techniques spécifiques qu'il faut mettre en œuvre si on veut pouvoir arriver à avoir des traitements qui vont être efficaces sur des gros volumes de données. Alors, vous redressez ces différents points donc, qui concernent les problématiques de log dans le MS. Et ben, vous allez pouvoir trouver déjà un certain nombre de cours sur disons les notions générales de données, en particulier la stratégie et la réglementation des données, pour savoir finalement qu'est-ce que j'ai le droit de stocker, comment je peux le stocker, qu'est-ce qu'il faut que j'anonymise. Donc on sent bien que la réglementation RGPD va être importante, et aussi en particulier le stockage sécurisé de ces journaux d'événements, parce que évidemment les personnes qui génèrent ces logs, pour eux c'est important que n'importe qui ne puisse pas y accéder. Alors ces stockages en plus, vous allez apprendre à des techniques d'actionnabilité de la donnée qui vont rendre ces stockages efficaces, et non pas, disons, du stockage mort avec lequel on peut pas faire grand-chose, et en particulier des technologies data as a service, voilà, qui sont particulièrement intéressantes. Des techniques de programmation de base de données, je rentrerai pas trop dans les détails, mais très rapidement, quand on a des données massives, la structure qu'on choisit pour la base de données en elle-même va avoir un impact très important sur la performance de la base de données. Est-ce qu'on prend des bases de données en graph, du SQL, du NoSQL, enfin bon, il y a tout un tas de choix technologiques qui sont possibles, et il est important de les connaître au préalable pour pouvoir faire les bons le moment venu. Et puis, évidemment, donc vous allez apprendre dans le MS aussi des problématiques de traitement distribué, de scalabilité, qui sont absolument essentielles dès qu'on s'intéresse à des données massives. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qui concernait la première partie sur, disons, la donnée en elle-même et son recueil. Au niveau de la deuxième partie, ce qui concerne, disons, l'exploitation directe de la donnée, on peut voir un certain nombre de points qui ressortent des deux présentations. Donc, il y a des problématiques de préparation des données. Bien que les données journalisées soient relativement directement exploitables, il y a toujours des pré-traitements qui sont nécessaires. Voilà, donc de la préparation, de la validation, et puis évidemment la nécessité de calculer un certain nombre d'indicateurs, de scores ou des KPI métiers
qui sont justement importants en fonction du use case considéré. Et comme Simon l'a indiqué, il y a un certain nombre de use cases variés et importants pour lesquels on va proposer et devoir calculer des indices variés. Donc ça nécessite aussi de savoir programmer le calcul de ces indices en fonction du cas particulier donné. Voilà. Et enfin, évidemment, des problématiques de visualisation de données qui sont importantes, comme toujours, dans toutes ces stratégies disons, d'analyse de données. Alors, au niveau des cours du MS, on retrouve naturellement à nouveau les cours de programmation, donc qui vont permettre d'aller valider les données, les pré-traiter, disons, faire en sorte qu'elles soient exploitables sans trop de difficultés par les techniques de process mining, comme par exemple le Flexible Heuristic Miner qu'évoquait Johan, mais il y en a bien d'autres. Voilà. Après, les technologies dites de business intelligence pour calculer les indicateurs et les KPI, vous verrez ça aussi dans le cadre du module sur l'actionnabilité de la donnée. Et puis, tout ce qui va concerner les analytiques en grande dimension et puis la visualisation décisionnelle, vous pourrez voir ça au travers des cours d'extraction d'informations ou de visualisation décisionnelle. Voilà. Bien évidemment, on n'arrivera pas en termes de visualisation à atteindre le niveau d'un logiciel spécialisé comme la journée. Ça va de soi. Alors, ce qui est intéressant aussi avec les cours qui sont proposés dans le MS, c'est que vous avez aussi, disons, une forte possibilité de vous orienter vers la process science. Alors, en effet, dans le cadre du MS, il y a plus de 140 cours de data science déjà, et 140 heures de cours, de cours, en tout cas de cours et de TP, de data science. Et donc, en particulier, vous pourrez acquérir les différentes compétences qui ont été mises en avant, à savoir, si on veut faire de la process science, il faut absolument avoir des interactions avec les experts parce que la modélisation des processus ne peut se faire convenablement qu'avec une connaissance, disons, relativement fine du processus en lui-même. Et cette modélisation, après, on espère qu'elle va permettre d'arriver à faire des prévisions, voire de la prescription. Ce sont évidemment les étapes qui sont les plus compliquées et qui nécessitent d'utiliser les techniques les plus raffinées du moment, à savoir des modèles d'apprentissage profond, en particulier d'intelligence artificielle, de manière plus générale. Et enfin, évidemment, il faut aussi savoir communiquer ces résultats et ces découvertes, parce que sinon, vous aurez beau faire les choses les plus intéressantes et les plus intelligentes du monde, si vous n'arrivez pas à convaincre vos collaborateurs qu'elles sont pertinentes, ça servira malheureusement pas à grand chose. Voilà, donc dans le cadre des cours du MS, on retrouve à nouveau un des modules qui s'intéressait à la gestion de projets de big data. Bien évidemment, la thèse professionnelle qui permet dans un contexte professionnel d'acquérir un certain nombre de compétences liées à la gestion de projet, à la communication et voilà, qui peuvent difficilement s'acquérir sur les bancs de l'école. Et puis surtout, comme je l'évoquais, tout ce qui va être traitement de grandes masses de données, avec en particulier les approches d'intelligence artificielle en grande dimension, qui elles-mêmes se subdivisent en trois parties, avec de l'inférence statistique plus traditionnelle, de l'apprentissage automatique. En anglais, c'est du machine learning, et puis l'apprentissage profond, le deep learning. Voilà, donc ça c'est avec, disons, les différents modules présentés dans le MS, vous serez raisonnablement armé pour vouloir appliquer ce type de technique à la science des processus et essayer d'aller plus loin que le process mining pour faire de la process science. Voilà, et évidemment, toujours des problématiques de visualisation et de mise en valeur des résultats qu'on retrouve avec les approches d'analytique et de visualisation décisionnelle. Voilà. Voilà tout ce que je voulais dire à peu près pour faire le lien finalement entre les compétences qui sont pertinentes en process mining et puis ce que vous pourrez acquérir en suivant la formation du MS.
On peut peut-être expliquer que, Frédéric, merci d'abord. Peut-être Voilà, expliquer on peut toujours candidater pour le MS, pour la rentrée c'est de vrai. septembre 2021. Alors, du coup, vous pouvez aller sur le site internet de l'UTT, utt.fr. Le lien a été partagé dans les commentaires. Donc, n'hésitez pas, il reste de la place, je crois, Frédéric. Oui, oui, il reste de la place. Il reste de la place et oui, oui, Comment tout ça se à passe? C'est fait. un dossier? C'est une sélection sur Alors, dossier? oui, voilà, donc ça se passe en deux étapes. Il y a déjà, il faut faire acte de candidature avec un dossier, donc CV, lettre de motivation et puis disons un petit descriptif de ce qu'on a déjà fait dans sa vie. La candidature est ouverte soit aux personnes qui sont titulaires d'un bac+5, soit aux personnes qui ont un bac+4 et 3 ans d'expérience, soit aux personnes généralement qui ont un bac+3 et au moins 10 ans d'expérience. Donc ça, à ce moment-là, on a le dossier va être évalué par nos soins, ce qui va amener, si le profil est pertinent, à la possibilité de passer un oral. Voilà. Et après, c'est un oral avec moi et ma collègue pendant une demi-heure où on échange sur les motivations, on creuse un peu plus, disons, les compétences et surtout la manière dont l'OMS s'inscrit dans le projet professionnel du futur stagiaire. Hein, parce qu'il est quand même très important d'être fortement motivé pour cette formation parce qu'elle est relativement dense en termes de volume horaire. Et donc, on s'intéresse aussi beaucoup à la motivation des candidats et de la manière dont ils vont insérer ce qu'ils vont apprendre dans leur trajectoire professionnelle. Alors, je vois Voilà, qu'il il y y a a une une question. question sur la localisation des cours du MS. Alors, le MS, ses cours sont situés à Paris, en fait. Alors, c'est avant tout pour bénéficier du très important écosystème Big Data, Data Science de Paris, ce qui permet généralement aux stagiaires de trouver relativement facilement soit un stage, soit une alternance, hein, puisque le MS est aussi ouvert à l'alternance. Hein, que ce soit sous forme de contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, si évidemment le stagiaire est éligible à ce deuxième mode d'alternance. Frédéric, je vais faire remonter Simon et Johan également. Simon et Johan. Parce qu'on avait une autre question qui était un petit peu plus technique, moins axée sur le diplôme. Je vous la montre. Ouais. Comment les règles sont modélisées? Voilà, vous l'avez lu. Je vous laisse Ouais. y répondre. Alors donc, bon, ça, si on parle de Flexible Heuristics Minor, typiquement, en fait, on peut partir du principe que tout ce qui est modélisé, c'est ce qui est indispensable, parce que si c'est indispensable, ça se passera à chaque fois. Donc a priori, il devrait y avoir une causalité de 100%, et si c'est pas le cas et que c'est pas modélisé, c'est problématique et ça se voit. Après, en soi, rien ne vous empêche, en utilisant par exemple cet algorithme-là, de mettre votre seuil de tolérance en termes de causalité à 0, auquel cas vous aurez de l'exhaustivité. Et après, en fonction de ce qu'on utilise, typiquement, si on prend Life Journey, chez Life Journey, Simon, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais il me semble qu'on est quand même beaucoup plus axé sur l'exhaustivité pour vraiment montrer l'intégralité des interactions qui se passent à l'intérieur du process, pour pouvoir ensuite tenir la main du client et pouvoir lui dire voilà là où ça cloche, voilà ce qui marche bien, voilà là où ça met trop de temps, et voilà ce à quoi vous pouvez vous attendre dans l'avenir. Mais disons qu'après, pour ce qui est de la recherche de règles dans le process mining pur en tant que data scientist, en général, vous passerez à côté de rien et les activités seront toutes présentes. Il y aura toutes les tâches qui seront là, il n'y aura juste pas forcément toutes les connexions, et les connexions qui ne seront pas là seront celles qui ne seront pas considérées comme causales, tout simplement. Alors je confirme ce que dit Johan, c'est tout à fait vrai. Chez Live Journey, on essaye d'abord de voir toutes les relations, donc vraiment mettre tout à plat. Ensuite, évidemment, pour un problème de lisibilité et d'opérationnalité, on ne peut pas garder chaque lien, chaque chose, sinon après on ne voit plus rien après dans le process, notamment quand il y a un nombre important d'identifiants. Donc là, c'est là où la modélisation peut s'appliquer, et comme a dit Johan, voilà, on va parfois enlever et suspendre les choses. Après, il y a aussi la création du modèle théorique. Donc ça se fait aussi dans Live Journey. Donc là, il y a un module séparé. Évidemment, je n'ai pas pu vous faire une démo produit complète, mais il y a un module qui permet aussi de définir son processus théorique, donc ce que je vous ai expliqué en fait en introduction, et qui permet de le confronter directement
pour faire ce qu'a dit Johan, c'est-à-dire établir la liste des non-conformités. Donc c'est ça qui va nous intéresser, c'est de remonter en fait, facture par facture, colis par colis, personne par personne, la liste des non-conformités en temps, en flux, etc., qui vont nous permettre d'optimiser le processus. C'est ça. Alors il y a pas mal de questions sur la formation. Ouais. Ouais, sur la formation, du coup, je remonte. Par exemple, celle-ci. Le MS aussi en formation. Oui. Oui, tout à fait. Tout à fait. Techniquement, il peut se faire en formation continue, en formation initiale. Effectivement. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est sur la durée et sur la formation via un CIF. Alors, via le CIF, oui, c'est possible, a priori. Hein. Je vois pas pourquoi ça serait pas possible. Et après, sur la durée, c'est un diplôme d'1 an. Voilà. Et actuellement, le rythme est un rythme qui est celui de l'alternance. C'est-à-dire qu'il y a 1 semaine de cours, puis 3 semaines en entreprise, puis 1 semaine de cours et 3 semaines en entreprise, et ainsi de suite. Ce qui permet d'étaler un petit peu les cours et de permettre une assimilation quand même un petit peu plus facile des différents concepts qui sont proposés. Voilà. Donc la rentrée c'est le 8 septembre et puis après les étudiants généralement soutiennent l'année d'après la première ou deuxième semaine de septembre. Voilà. Taille de la promotion. Alors la taille de la promotion, généralement on est entre 20 et 30 stagiaires. Voilà. Et on essaye de garder ce dimensionnement-là pour différentes raisons, et en particulier le fait qu'on vise 70% des enseignements sous la forme de travaux pratiques, et que on sait très bien qu'au-delà d'une certaine taille, ça devient très compliqué d'avoir des travaux pratiques qui sont efficaces et dynamiques, avec un seul intervenant, bien sûr. Je crois qu'on n'a plus de questions. On peut peut-être préciser pour tout ce qui est un peu technique, financement, etc., que notamment M. Gandhi a posé la question sur les possibilités de se former via un CIF. Toutes les réponses sont sur le site de l'UTT. Donc, on vous mettra le lien direct. Voilà, je vous laisse le... Il ne faut pas hésiter aussi à écrire soit à Christine Champeau, soit à Gabriela Miranda. Si vous avez des questions techniques de cet ordre-là, elles se feront un plaisir de vous répondre. On vous mettra leurs coordonnées dans le chat. Je pense que... Oui, sinon elles sont sur le site aussi. Et sur le site, voilà. Vous avez un petit mot de la fin pour conclure? Parce qu'on n'a plus de questions qui remontent. Écoutez, merci à tous déjà d'avoir assisté à cette présentation. Je sais que ça allait certainement un peu vite, mais voilà, c'était le timing. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous pensez à d'autres choses, n'hésitez pas à nous solliciter. Ah oui, et puis comme dit, vu que c'est une discipline qui est en plein essor, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites, mais il y a encore tout qui est à faire. Donc il y a de quoi faire, vous pouvez vous engouffrer dedans et vous en verrez pas la fin, et c'est absolument génial. Et on a la chance d'avoir ce soir Simon avec nous qui est dans une jeune start-up française qui marche très bien dans le secteur. On leur remercie encore d'avoir pu trouver du temps pour être parmi nous. Mais avec plaisir. Eh bien, je vous propose d'arrêter cette masterclass, et n'hésitez toujours pas à poser vos questions dans le chat, on y répondra, on vous enverra les liens précis, etc. Ah, une dernière question. Pour un ingénieur de télécom qui aimerait se réorienter dans la data, cette formation serait propice? Donc les modalités, on en a parlé, mais ça c'est au niveau du ciblage. Alors disons, le MS s'appuie sur 3 piliers. Il faut des connaissances en programmation, des connaissances en base de données, et puis des connaissances en, disons, modélisation, mathématiques, statistiques, et puis apprentissage. Donc à partir du moment où vous connaissez, disons, des choses dans 2 sur les 3, vous pourrez vous adapter. Le tout étant que il faut être prêt à travailler, et le mieux est de nous envoyer un CV qu'on puisse étudier plus en détail en fait le contenu de votre formation en tant qu'ingénieur en télécommunication. Tout dépend en fait du niveau, effectivement, comme le commentaire suivant l'indique,
du niveau que vous avez atteint et si vous avez certaines compétences en programmation. Par exemple, si vous savez déjà très bien programmer en Python, ça ne sera que plus facile pour vous. Disons dans l'EMS, le langage de prédilection c'est Python. Après, il faut avoir de bonnes connaissances en SQL pour tous les aspects bases de données. Vous avez aussi des cours qui sont faits avec R. Donc voilà, tout ça dépend aussi de votre trajectoire personnelle. Et puis, donc c'est pour ça que le recrutement est personnalisé avec un entretien à un moment pour qu'on puisse bien évaluer vos compétences actuelles. Alors effectivement, il faut avoir des compétences en mathématiques. C'est important savoir ce que c'est qu'une matrice et un certain nombre de concepts statistiques. Maintenant, dans notre EMS, on préfère avoir une approche plutôt transverse qui présente, disons, toute la chaîne de valeur qui est associée à la donnée, plutôt que se spécialiser vraiment peut-être sur les aspects mathématiques, disons, de l'apprentissage, ce qui la rend peut-être un peu moins exigeante à ce niveau-là par rapport à d'autres formations qui vont mettre plutôt l'accent sur la mathématisation des modèles. Voilà. Ça dépend après du profil de chaque formation, elles sont toutes différentes. Bon, très bien, je crois que c'est bon cette fois. Merci beaucoup, merci à tous. Merci à Simon, merci à Johan, merci à Frédéric. Je vous souhaite à tous une très belle soirée et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée.